John Carter se tenait près du hublot d'observation du vaisseau de transport. L'imposante station du Conseil, Aurelius, bourdonnait sur fond d'étoiles, telle une fleur métallique étincelante. Ses 5 sections en forme de pétales partaient d'un noyau central, chacune représentant l'une des espèces fondatrices du Conseil galactique. Après 6 mois de voyage, ils étaient enfin arrivés. Quel spectacle, n'est-ce pas? Susan Miller le rejoignit à la fenêtre. Son uniforme bleu était assorti au sien, tous deux arborant l'insigne de la Terre, un simple cercle bleu avec des continents blancs. « Je n'aurais jamais cru voir quelque chose comme ça », dit John. Les premiers pas de l'humanité dans la communauté galactique. Kevin Pierce, leur spécialiste technique, s'approcha avec une tablette. « Derniers documents d'information, monsieur. Le Conseil a approuvé notre demande d'amarrage. » John acquiesça. Espérons qu'ils soient aussi accueillants que leur message le laissait entendre. En vérité, la Terre avait gardé certains secrets. Leur développement rapide des voyages à une vitesse supérieure à la lumière avait choqué la galaxie. Ce que le Conseil ignorait, c'est que les humains avaient également fait des progrès rapides en matière d'armes et de systèmes de défense. La mission de John était de garantir la place de la Terre au sein de la communauté galactique sans trop en révéler. Alors que leur vaisseau accostait, John sentit un léger frémissement des pinces magnétiques. Un léger sifflement indiqua que les sas se connectaient. Il rajusta son uniforme et fit face à sa petite équipe. « N'oubliez pas, nous représentons désormais toute l'humanité. » La première impression compte. Les portes s'ouvrirent pour révéler un groupe de réception composé de différentes espèces extraterrestres. À l'avant se tenait un grand être à la peau bleue et aux yeux argentés. « Bienvenue à la station Aurelius. Je suis le diplomate Curville de l'Empire Zéphyrien. » Le traducteur de l'extraterrestre rendait sa voix presque musicale. « Le Conseil attend votre présentation officielle. » John s'avança et s'inclina légèrement. John Carter, représentant la Terre et toute l'humanité. Nous venons en paix et en amitié. Les couloirs de la station étaient immenses, avec des plafonds qui s'élevaient à au moins 9 mètres. Des êtres de toutes formes et de toutes tailles évoluaient dans les couloirs. Certains flottaient, d'autres rampaient, beaucoup marchaient sur un nombre variable de pattes. « Le Conseil existe depuis 12 000 ans, » expliqua Curval tandis qu'il marchait. « Nous avons apporté la paix et l'ordre à près de 60% de la galaxie. »« Impressionnant, » dit John. La Terre se réjouit de contribuer à cette paix. Les yeux argentés de Kervol l'observèrent. Oui, contribuer. C'est ce que font les nouvelles espèces. Après une longue marche, ils atteignirent une salle immense. Un demi-cercle de plateformes surélevées abritait des représentants de dizaines d'espèces. Au centre, sur la plus haute plateforme, était assis un être ressemblant à un croisement entre un lézard et un insecte. « Le haut conseiller Vextar », annonça Kerval, chef du conseil depuis 3 siècles. Les yeux composés de Vextar se fixaient sur John. « La Terre s'est développée très rapidement, » dit l'extraterrestre par l'intermédiaire de son traducteur, plus vite que la plupart des espèces émergentes. C'est inhabituel. John sourit. Les humains sont adaptables. Nous apprenons vite. En effet, les mandibules de Vextar claquèrent. Nous avons examiné votre demande d'adhésion. Il y a des inquiétudes. Susan s'approcha légèrement de John. Ce n'était pas l'accueil qu'ils attendaient. Quelles inquiétudes? Demanda John. Un écran holographique apparut au centre de la pièce, montrant le système solaire terrestre. Vos capacités militaires? Dit un autre membre du conseil, un être à la peau rouge et à 4 bras. Pour une espèce aussi novice en matière de voyages spatiaux, vous maintenez une importante force armée, uniquement pour la défense, leur assura John. Nous venons d'un monde historiquement divisé. Les vieilles habitudes sont difficiles à briser. Vextar plissa les yeux. Oui, nous avons étudié votre histoire. Tant de conflits, tant de guerres. La réunion dura des heures, tandis que John expliquait la position et les aspirations de la Terre.
Certains membres du conseil semblaient amicaux, d'autres méfiants. À la fin, John était épuisé. De retour dans leur quartier, Kevin s'est effondré sur une chaise. « Ça s'est bien passé, non ?» Susan secoua la tête. « Ils ont peur de nous. As-tu vu leur réaction quand tu as mentionné nos opérations minières dans la ceinture d'astéroïdes ?» John regarda les étoiles. « Nous avons 3 semaines de négociations devant nous. Nous les convaincrons que l'humanité a sa place ici. » Il sourit à son équipe. Après tout, quel était le pire qui pouvait arriver? Aucun d'eux ne remarqua le petit appareil d'enregistrement caché dans un coin de leur pièce, dont la lumière clignotait constamment. 3 semaines passèrent vite sur la station Aurelius. John Carter avait assisté à des dizaines de réunions avec divers représentants du Conseil. Aujourd'hui marquait ce qu'il espérait être leur dernière séance, avant que la Terre ne reçoive le statut de membre provisoire. « Vous avez l'air fatigué », dit Susan tandis qu'ils se dirigeaient ensemble vers la salle principale du Conseil. John eut un faible sourire. « Je suis sur le point de conclure. Je pense que nous avons bien avancé. » Kevin se dépêcha de les rattraper, le visage rouge d'excitation. Les Arxiens veulent conclure un accord commercial direct. Leur ambassadeur vient de me dire qu'ils sont impressionnés par nos techniques de fabrication. C'est la 3e espèce cette semaine, remarqua Susan. Peut-être que nous sommes enfin en train de les convaincre. John hocha la tête, mais resta prudent. Le haut conseiller Vextar avait été remarquablement absent de leurs dernières réunions. Quelque chose clochait. En approchant de la salle du conseil, John remarqua une sécurité accrue. De grands gardes en armure, de l'espèce Kral, étaient alignés dans le couloir, leurs 4 yeux scrutant le moindre mouvement des humains. « C'est nouveau », murmura Kevin. À l'intérieur, John sentit immédiatement le changement d'atmosphère. Le brouhaha habituel des conversations s'éteignit dès leur entrée. Tous les membres du conseil y étaient présents, y compris Vextar, assis rigidement à l'estrade centrale. « Représentant de la Terre », lança Vextar sans utiliser la politesse habituelle. « Le conseil a pris une décision concernant votre candidature. » John s'avança. « Nous sommes impatients de l'entendre. Avant cela, poursuivit Vextar, nous devons aborder certaines découvertes. » Un écran holographique s'activa au centre de la pièce. Il montrait des images des installations militaires terrestres, des centres d'essai d'armes et de ce qui semblait être des systèmes de défense classifiés. John en eut un pincement au cœur. Il s'agissait de fichiers sécurisés, jamais partagés avec le Conseil. Les yeux composés de Vextar se fixèrent sur John. « Vous êtes venu nous voir en prétendant avoir des intentions pacifiques tout en dissimulant vos véritables capacités militaires. Toute espèce a le droit de se défendre, » a argumenté John. « Nous, silence !» Vextar abattit une main griffue. Le Conseil a la preuve que la Terre prévoyait d'utiliser son adhésion pour accéder à des technologies avancées de développement d'armes. Susan s'est manifestée. C'est complètement faux. Nous avons été transparents. 2 gardes Krull s'avancèrent soudain pour bloquer les sorties. John comprit que ce n'était pas une réunion normale, c'était un piège. Vextar annonça que, par un vote unanime, le Conseil déclarait les représentants de la Terre coupables d'espionnage et de complot contre la paix galactique. La salle explosa de cris et d'accusations de diverses espèces. John essaya de parler, mais son micro était coupé. « C'est ridicule », siffla Kevin. « Ils inventent ça. » Susan sortit son appareil de communication. « Je contacte la Terre. » Elle commença à écrire rapidement tandis que les gardes s'approchaient d'eux. « Les humains représentent une menace unique, » poursuivit Vextar par-dessus le brouhaha. « Votre espèce se développe trop vite, s'adapte trop facilement et est trop agressive pour rejoindre la communauté galactique. » Les gardes les rejoignirent. L'un d'eux saisit le bras de Kevin tandis qu'un autre s'avançait vers John. « Susan envoie le message maintenant !» cria John tandis que des mains le saisissaient. Susan donna la dernière commande juste avant qu'un garde ne lui arrache l'appareil des mains.
La balise de détresse s'activa, envoyant un message partiel à travers l'espace, vers la Terre. Betray Ilay, conseil hostile. Carter TM en danger. Possière AIL, conseil hostile. Carter en danger. Po Ciblex. L'appareil s'écrasa au sol, où un garde l'écrasa sous une lourde botte. Emmenez-les en cellule, ordonna Vextar. Préparez-vous pour un procès public. Tandis qu'ils étaient emmenés, John croisa le regard de Vextar. Vous commettez une terrible erreur. Les mandibules du haut conseiller claquèrent, peut-être pour de l'amusement. Non humain, l'erreur avait été de permettre à votre espèce d'atteindre les étoiles. Dans la confusion, personne ne remarqua le petit représentant arxien s'éclipser de la chambre, une copie du message partiel de Suzanne stocké dans son propre appareil de communication. De retour sur Terre, les systèmes de défense détectèrent le signal d'urgence. Les alarmes se mirent à retentir dans les quartiers généraux militaires du monde entier. La nouvelle frappa la Terre comme un coup de tonnerre. Des réunions d'urgence furent convoquées dans tous les grands gouvernements quelques heures après la réception du message partiel de Susan. Au quartier général de la défense de la Terre unie, la salle de crise bourdonnait d'une activité sinistre. L'amiral William Scott arpentait la pièce, le visage dur de colère. « Nous devons lancer une opération de sauvetage immédiatement. L'équipe Carter est en danger. Nos navires les plus rapides mettraient 5 jours à atteindre la station Aurelia, rapporta un officier subalterne, et nous ignorons totalement à quelle défense nous serions confrontés. » La secrétaire à la défense, Patricia Lane, entra dans la pièce, le visage blême. Elle portait une petite mallette noire équipée d'un lecteur d'empreintes digitales. Le président m'a autorisé à accéder au protocole 0. Le silence se fit dans la salle. La plupart des personnes présentes avaient entendu des rumeurs sur l'accès au protocole 0. Le silence se fit dans la salle. La plupart des personnes présentes avaient entendu des rumeurs sur le protocole 0, mais peu savaient ce qu'il contenait réellement. « Madame la secrétaire d'État, » dit doucement l'amiral Scott. « Êtes-vous sûre que c'est nécessaire ?» Patricia hocha la tête d'un air sombre. « Le président pense que nous devons examiner toutes les options. » Elle pressa son pouce contre le scanner. Le boîtier s'ouvrit avec un déclic. Pendant ce temps, sur la station Aurelia, John Carter se tenait dans une cellule transparente. Des gardes de 3 espèces différentes le surveillaient constamment. Ils l'avaient séparé de Susan et Kevin immédiatement après son arrestation. Une porte s'ouvrit et Vextar entra, flanqué des gardes du conseil. « Votre procès commence dans 1 heure, » annonça le haut conseiller. « Il sera diffusé sur tous les mondes du conseil. » John s'approcha de la barrière. « C'est une erreur. La Terre ne représente aucune menace pour le conseil. Des analyses récentes de votre système solaire montrent que des vaisseaux militaires se mobilisent. » Vextar répondit. « Votre peuple se prépare à la guerre dès maintenant. Il répond à notre signal de détresse, » expliqua John. « Si vous nous libérez et engagez des négociations sérieuses, le Conseil aura voté. Votre espèce a besoin d'une leçon de hiérarchie galactique. » Les yeux composés de Vextar ne laissaient transparaître aucune émotion. « Vous donnerez personnellement cette leçon. » Dans une autre cellule, Suzanne avait réussi à desserrer un panneau près de sa plateforme de couchage. Le système de recyclage de la station était relié à un réseau de tunnels de maintenance. Si seulement elle pouvait élargir un peu l'ouverture, l'épreuve était un spectacle conçu pour un impact maximal à travers la galaxie. John se tenait au centre de la salle du conseil, entouré de gardes. D'immenses écrans projetaient son image à des milliards d'êtres sur des milliers de mondes. Vextar lut les accusations. Espionnage, dissimulation de capacités militaires, intention de déstabiliser la paix galactique. Aucune preuve ne fut présentée. Aucune défense ne fut admise. Quand John fut enfin autorisé à prendre la parole, il se redressa. « Je représente une espèce jeune, » commença-t-il d'une voix assurée. « Nous avons connu des difficultés et commis de nombreuses erreurs, mais l'humanité a toujours cherché à s'améliorer, à aller plus loin.
Nous sommes venus à vous en toute bonne foi, en quête d'amitié. De nombreux membres du Conseil s'agitèrent, mal à l'aise. Si telle est la justice au sein de la communauté galactique, poursuivit John, alors peut-être l'humanité serait-elle mieux lotie seule. Mais sachez que la Terre ne se laissera pas intimider. Nous avons survécu aux glaciations, aux épidémies et à nos propres tendances destructrices. Nous survivrons à cela aussi. Vextar interrompit sa parole. Le Conseil a rendu son verdict. Coupable de tous les chefs d'accusation, la peine de mort est à exécuter immédiatement. De retour sur Terre, Patricia Lane ouvrit un canal de communication sécurisé avec le président. « Madame, j'ai examiné le protocole 0. Il est bien plus complet que je ne l'imaginais. L'administration précédente avait prévu des mesures d'urgence pour ce scénario précis. » Le visage de la présidente Eleanor Harding paraissait grave à l'écran. Que contient exactement ce protocole? Patricia prit une grande inspiration. C'est une stratégie d'annihilation, conçue pour faire regretter à tout agresseur d'avoir attaqué l'humanité. Cela sauvera-t-il Carter et son équipe? Je ne le pense pas, mais cela garantit que leur sacrifice ne sera pas vain. Tandis qu'il parlait, l'amiral Scott fit irruption dans la pièce. Madame la Présidente, nous recevons une transmission galactique. Ils jugent Carter maintenant. L'écran se divisa pour montrer la salle du Conseil. Ils regardèrent avec horreur John Carter faire face à ses accusateurs avec dignité. « La Terre n'oubliera pas », dit John tandis que les gardes s'avançaient pour l'emmener. « La Terre ne pardonnera pas. » La diffusion se poursuivit, impassible, tandis que des milliards de personnes à travers la galaxie assistaient à l'exécution du premier envoyé de l'humanité. Le silence s'abattit sur Terre à la fin de la diffusion. Pendant plusieurs minutes, personne ne bougea dans la salle de crise. L'image de l'exécution de John Carter brûlait dans tous les esprits. La présidente Eleanor Harding se leva lentement, le visage marqué par une rage contenue. Appelez tous les dirigeants mondiaux sur une ligne sécurisée. À présent, des émeutes éclatèrent partout dans le monde, tandis que la nouvelle se répandait. Les gens exigeaient action, justice, vengeance. Les bases militaires furent placées en état d'alerte maximale. Le trafic spatial civil fut immédiatement interrompu. Dans son bureau, la présidente Harding fit face au conseil d'urgence. Les dirigeants de toutes les nations apparurent sur des écrans répartis dans la salle. « Nous avons tous été témoins d'un acte de barbarie », commença-t-elle. « L'exécution non provoquée de notre envoyé exige une réponse. » Le président russe prit la parole le premier. « Nous devons faire preuve de force. Le Conseil nous considère comme faibles. Ils ont tué l'un des nôtres, » ajouta le premier ministre indien. « Si nous ne faisons rien, nous risquons une nouvelle agression. » La secrétaire à la Défense, Patricia Lane, s'avança. « Madame la Présidente, le protocole 0 est prêt à recevoir votre approbation finale. » Harding observa les visages des dirigeants mondiaux. Le protocole signifierait une guerre totale contre des ennemis technologiquement supérieurs. Nous pourrions être détruits, ou nous pourrions leur montrer de quoi les humains sont réellement capables, déclara l'amiral Scott. Notre flotte secrète est prête. Nos armes spéciales sont en place. Pendant 48 heures, les dirigeants de la Terre ont débattu. Des rapports spatiaux indiquaient que des vaisseaux du Conseil se dirigeaient déjà vers le système solaire. Le temps pressait. Pendant ce temps, sur la station Aurelius, Susan Miller rampait dans les tunnels de maintenance. Après 3 jours de travail minutieux, elle s'était échappée de sa cellule. Il lui fallait maintenant retrouver Kevin et trouver un moyen de quitter la station. Au détour d'un virage, elle faillit percuter un petit extraterrestre à la peau verte et aux grands yeux. « Arrêtez !» murmura l'extraterrestre. « Des gardes en avant. » Susan se figea, prête à en découdre. « Je suis Zitril, diplomate arxienne. » L'extraterrestre continua. « Je vous aide. »« Pourquoi m'aideriez-vous » demanda Susan avec suspicion. « Nombreux sont ceux au Conseil qui désapprouvent Vextar,
expliqua Zithril. L'exécution était injuste. Suivez-moi. Suzanne hésita, puis hocha la tête. Elle n'avait guère le choix. Zithril la conduisit par des passages secrets jusqu'à un petit logement. À l'intérieur, Kevin Pierce était assis sur un canapé, le visage meurtri mais vivant. Susan. Il se leva d'un bond et la serra fort dans ses bras. « Je te croyais morte. Les Arkshins l'ont cachée, » expliqua Zithril. « Maintenant, nous te cachons aussi. Plus tard, nous trouverons un moyen de te ramener chez toi. La maison ne sera peut-être plus sûre très longtemps, » dit Susan d'un ton sombre. « Le Conseil attaquera la Terre. » Les grands yeux de Zithril clignèrent. « Peut-être, mais votre peuple a le temps de se préparer. » Sur Terre, le vote final concernait Amos. La présidente Harding se tenait devant une session conjointe des Nations Unies. Aujourd'hui, l'humanité fait face à sa plus grande menace, dit-elle d'une voix ferme. Un conseil extraterrestre a assassiné notre diplomate et projette de soumettre notre monde. Les caméras ont diffusé ces paroles aux quatre coins de la Terre. Nous n'avons pas cherché ce conflit. Nous sommes venus en paix. Sa voix s'est durcie. Mais l'humanité ne s'inclinera pas. Nous ne capitulerons pas. Nous le ferons en paix. Sa voix s'est durcie. Mais l'humanité ne s'inclinera pas. Nous ne capitulerons pas. Nous ne partirons pas en silence. Elle a apposé sa main sur un scanner biométrique. Par accord unanime de toutes les nations de la Terre, j'active par la présente le protocole d'annihilation zéro. Partout sur la planète, les bases militaires bourdonnaient d'activité. Des silos à missiles secrets s'ouvraient. Des plateformes orbitales, camouflées en stations de recherche, révélaient leur système d'armes. Les balises spatiales lointaines s'éteignirent, la Terre coupant toute communication avec la galaxie. Dans les bases lunaires et les installations cachées sur les astéroïdes, des vaisseaux dont aucune espèce extraterrestre ne connaissait l'existence furent mis sous tension. Les unités des forces spéciales reçurent des ordres scellés. L'amiral Scott s'adressa à ses commandants de flotte depuis un bunker sécurisé. « Le Conseil croit savoir de quoi les humains sont capables, » dit-il. « Ils sont sur le point de découvrir à quel point ils se trompent. » Alors que la Terre se préparait à la guerre, les vaisseaux du Conseil approchaient des confins du système solaire. Sur le vaisseau de tête, Vextar observait les capteurs avec assurance. « Les humains sont devenus silencieux, » rapporta un officier. Leur défense primitive s'active. Les mandibules de Vextar claquèrent d'amusement. Comme prévu, l'invasion commença. Le haut conseiller ignorait que le silence de la Terre n'était pas dû à la peur. C'était le calme avant une tempête, comme la galaxie n'en avait jamais connu. 3 jours passèrent sans aucun signe de résistance humaine. La flotte du Conseil avançait d'un pas régulier vers la Terre, scrutant les défenses. Ses capteurs détectèrent des stations orbitales rudimentaires et une petite flotte de vaisseaux militaires se rassemblant près de Mars. « Leur technologie est primitive », rapporta le commandant Krall à Vextar. « Leur technologie est primitive », rapporta le commandant Krall à Vextar. « Ils possèdent quelques armes nucléaires et des boucliers énergétiques, mais rien qui puisse arrêter notre flotte. » Vextar observa la démonstration tactique avec satisfaction. L'exécution de leur envoyé a brisé leur morale. Préparez les équipes de débarquement pour la Terre. Nous établirons un contrôle direct, ce qui brisera leur esprit. Préparez les troupes d'atterrissage pour la Terre. Nous établirons un contrôle direct sur leur gouvernement. Dans tout l'espace du Conseil, l'invasion était le sujet principal de toutes les communications. La plupart des espèces pensaient que le conflit prendrait fin rapidement. Les humains étaient perçus comme un exemple malheureux mais nécessaire de ce qui arrive aux espèces ignorant leur place. Puis tout a basculé. Sur 5 grands mondes du Conseil, au même moment précis, des explosions massives ont ravagé des installations militaires, des docks spatiaux, des centres de commandement et des usines d'armement. Le tout explosant en boules de feu visibles depuis l'orbite. Sur la planète natale des Zéphyriens, le commandant suprême Calavor,
observaient, stupéfaits, les rapports affluer. Comment? Aucun vaisseau, aucun avertissement, rien sur les capteurs. Des signaux d'urgence affluaient de tout l'espace du Conseil. Le schéma était toujours le même. Des cibles militaires clés détruites sans qu'aucun attaquant ne soit détecté. Sur son vaisseau amiral, Vexstar s'en prenait à ses officiers. Trouvez les vaisseaux humains. Ils doivent être équipés d'une technologie de camouflage. Il n'y a pas de vaisseau, haut conseiller, répondit nerveusement un officier scientifique. Quelle que soit l'arme qu'ils ont utilisée, elle ne ressemble à rien de ce que nous avons enregistré. Dans leur cachette sur la station Aurelius, Susan et Kevin regardaient les informations avec Zithriel. « C'est la Terre qui a fait ça », demanda Kevin, stupéfait. Susan hocha lentement la tête. « Protocole 0. C'est sûrement le cas. J'ai entendu des rumeurs sur des recherches sur des armes spéciales, mais rien d'aussi avancé. » Zithriel semblait troublé. « Votre peuple a beaucoup caché à la galaxie. Tout comme le Conseil nous a caché ses véritables intentions, » répondit Susan. De retour sur Terre, l'amiral Scott a rencontré le président Harding dans un bunker souterrain profond. La première phase est terminée, rapporta-t-il. Les bombes à enchevêtrement quantique ont paralysé leur infrastructure militaire. Le président Harding hocha la tête. Les pertes, minimes. Nous avons ciblé des installations sans pilote lorsque cela était possible, comme ordonné. Il s'agissait d'une démonstration de nos capacités, pas d'un massacre. Patricia Lane entra avec une tablette numérique. La flotte du Conseil a cessé d'avancer. Elle maintient sa position juste au-delà de l'orbite de Jupiter. La flotte a cessé d'avancer. Ils maintiennent leur position juste au-delà de l'orbite de Jupiter. Ils sont désorientés, dit l'amiral Scott avec une satisfaction sombre. Ils ne comprennent pas comment nous les avons touchés sans vaisseau. Le président Harding étudia l'affichage tactique. Sommes-nous prêts pour la phase 2? Oui, Madame la Présidente. Des forces spéciales sont en position dans tout l'espace du Conseil. Le commandant Ellis rapporte que ses équipes sont infiltrées 6 cibles principales, dont la planète natale d'Ekral. Dans l'espace lointain, invisibles aux capteurs du Conseil, des vaisseaux furtifs humains se sont positionnés. À l'intérieur de l'un d'eux, le commandant Jason Ellis a briefé son équipe. « Notre mission est simple », a-t-il déclaré à la douzaine d'hommes et de femmes en tenue de combat noir. Désactiver leur réseau de défense planétaire sans faire de victimes. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la stratégie. Un soldat prit la parole. « Monsieur, ils ont tué Carter. Ne devrions-nous pas les frapper plus fort ?» Ellis secoua la tête. Le protocole ne vise pas à devenir comme eux. Il vise à leur montrer qu'ils ont choisi la mauvaise espèce à intimider. Le vaisseau a franchi le périmètre de défense rampant sans déclencher la moindre alarme. Une technologie que la Terre avait dissimulée pendant des années les rendait totalement invisibles aux capteurs extraterrestres. Pendant ce temps, le Major Olivia Wright menait une autre mission. L'objectif de son équipe, secourir les diplomates et citoyens humains survivants dans l'espace du Conseil. Susan Miller est notre cible prioritaire, a-t-elle annoncé à son équipe alors que leur vaisseau approchait de la station Aurelia. Les renseignements suggèrent qu'elle est toujours en vie et se cache. Si nous la retrouvons, nous pourrions obtenir de précieuses informations sur les faiblesses du Conseil. Tandis que son équipe se préparait à l'insertion, Olivia vérifia son équipement spécial. Les disrupteurs quantiques pourraient désactiver toute technologie connue du Conseil d'une seule impulsion. Les étourdisseurs neuronaux pourraient neutraliser n'importe quelle espèce connue sans dommage permanent. La Terre ne se contentait pas de riposter. Elle combattait intelligemment, avec des technologies inconnues des humains. À bord de son vaisseau amiral, Vexstar reçut un nouveau rapport concernant une installation critique plongée dans l'obscurité. Pour la première fois, le haut conseiller ressentit quelque chose d'inhabituel. La peur. Le Conseil déclara la guerre à la Terre. Tous les vaisseaux disponibles furent mobilisés pour rejoindre le combat. La guerre contre la Terre. Tous les vaisseaux disponibles furent mobilisés pour rejoindre le combat.
Des espèces qui n'avaient jamais pris parti dans les conflits se virent contraintes de fournir ressources et troupes. Ce problème humain doit être complètement éliminé, annoncèrent les Vextars lors d'une session d'urgence du Conseil. Leur technologie menace la stabilité de notre civilisation tout entière. Tout le monde n'était pas d'accord. Plusieurs représentants d'espèces mineures exprimèrent leurs inquiétudes quant à l'escalade. Les Arxiens mirent ouvertement en doute la sagesse de l'exécution initiale. Vextar les réduisit au silence. « Quiconque soutient les humains s'oppose au Conseil », déclara-t-il. Sur la station Aurelius, Susan et Kevin se préparèrent à partir. Leurs amis arxiens les avaient prévenus que la sécurité de la station procédait à des fouilles pièce par pièce. « Nous devons atteindre le quai d'amarrage 12, expliqua Zithril. Un cargo part pour les territoires extérieurs dans 3 heures. Le capitaine vous cachera. Alors qu'ils rassemblaient leurs rares possessions, une alarme retentit dans la station. Des gyrophares rouges clignotèrent dans les couloirs. « Que se passe-t-il » demanda Kevin. Zithril vérifia un appareil de communication. « Brèche de sécurité dans le secteur 7. Quelqu'un est entré dans la station sans autorisation. » Susan et Kevin échangèrent un regard. Des forces terrestres. Susan murmura avec espoir. Leur réponse arriva quelques minutes plus tard, lorsque la puissance de la station fluctua. Les systèmes d'urgence se déclenchèrent, mais de nombreuses portes de sécurité restèrent ouvertes. « On y va maintenant », pressa Zithril. Cette diversion tombe à pic. Ils se faufilèrent dans le couloir et se dirigèrent rapidement vers les quais d'amarrage. À 2 reprises, ils durent se cacher, les équipes de sécurité passant devant eux. La station était en plein chaos. Dans une salle de contrôle 3 niveaux plus bas, le Major Olivia Wright et son équipe travaillèrent rapidement. 2 membres de l'équipe gardaient la porte tandis que d'autres accédaient au système de la station. « J'ai repéré 2 signes de vie humaine se dirigeant vers le quai d'amarrage 12, » a rapporté le sergent Alan Foster. « Ils pourraient être nos cibles. » Olivia hocha la tête. « Jones, Peterson, interceptez-les. Soyez prudents. Ils pourraient être encore escortés par des extraterrestres. » Pendant ce temps, l'équipe du commandant Ellis avait réussi à infiltrer le centre de commandement de la défense des mondes natals de Kral. À l'aide d'armes non létales, ils neutralisèrent les gardes sans déclencher l'alarme. Plus que 60 secondes avant l'accès complet, rapporta sa spécialiste technique alors qu'elle travaillait sur les systèmes informatiques extraterrestres. Ellis surveillait la porte. « N'oubliez pas, nous ne sommes pas là pour causer des dégâts permanents. Mettez simplement leur réseau de défense hors service pendant 12 heures. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, ils ont tué Carter. Ils prévoient d'attaquer la Terre, dit doucement l'un de ses soldats. Ellis se tourna vers son équipe. Nous leur montrons ce qui se passe quand on attaque des humains, mais nous le faisons à notre façon, intelligemment, avec précision et sans devenir des monstres. La spécialiste en technologie leva les yeux de son travail. J'y suis. Accès aux commandes du réseau de défense. Commencez la séquence d'arrêt, ordonna Ellis. De retour sur le vaisseau amiral du Conseil, Vextar reçut des rapports de plus en plus inquiétants. Les systèmes de défense de plusieurs mondes étaient en panne. Les réseaux de communication subissaient des pannes inexpliquées. Des vaisseaux de ravitaillement disparurent. « Comment font-ils cela » demanda-t-il à ses conseillers. Leur technologie était censée avoir des générations de retard sur la nôtre. Ils ont dissimulé leur véritable capacité, suggéra un analyste. La mission diplomatique était peut-être une ruse pour évaluer nos forces et nos faiblesses. Vextar frappa la table de sa main griffue. Trouvez leur vaisseau. Ils doivent avoir une flotte quelque part. Ô conseiller, interrompit un officier des communications. Nous recevons une transmission. De la Terre. Vextar se figea. Après des jours de silence, les humains parlèrent enfin. Affichez l'image sur l'écran principal. L'image de la présidente Eleanor Harding apparut. Elle était assise à un bureau simple, le drapeau de la Terre derrière elle.
Son expression était calme mais déterminée. « Personne du Conseil galactique », commença-t-elle. « Il y a 3 jours, vos dirigeants ont exécuté notre envoyé, John Carter, sans motif valable. Vous pensiez que cela nous forcerait à nous soumettre. Vous aviez tort. » Vexstar siffla, mais continua d'observer. « Vous n'avez vu qu'une fraction des capacités de l'humanité, » poursuivit le président Harding. « Nous avons fait preuve de retenue en ciblant des installations militaires tout en minimisant les pertes. Cette retenue ne doit pas être prise pour de la faiblesse. » Elle se pencha légèrement en avant. « Le Conseil a 24 heures pour répondre à nos conditions. Après cela, nous démontrerons toute l'étendue du protocole d'annihilation. » La transmission prit fin, laissant Vexstar face à un écran vide. « Quelles sont leurs conditions ?» demanda-t-il doucement. L'officier des communications leva les yeux, nerveux. Il n'avait envoyé aucun haut conseiller. Pour la première fois en 3 siècles d'existence, Vexstar sentit une véritable peur lui saisir le cœur. Le chaos s'empara de la salle du conseil. Les représentants de 50 espèces débattirent bruyamment de la réponse à donner à l'ultimatum humain. Certains exigeaient une reddition immédiate, d'autres appelaient à une attaque généralisée contre la Terre. Vexstar observait silencieusement depuis sa position élevée. Son autorité, autrefois absolue, s'effondrait. « Les humains n'ont même pas envoyé leur demande », hurla le délégué zéphyrien. « Comment pouvons-nous répondre à des conditions que nous n'avons pas reçues ?» Le représentant Kral se dressa sur ses pattes avant. « C'est clairement une ruse. » Pendant que nous débattions, ils désactivent encore davantage nos défenses. Un assistant s'approcha de Vexstar et lui chuchota à l'oreille. Les yeux à facettes du haut conseiller s'écarquillèrent. Silence. La voix de Vexstar résonna dans la salle. Nous venons de recevoir les termes humains. Le silence se fit lorsque Vexstar activa l'écran central. L'image du président Harding réapparut, cette fois dans un message enregistré. « Nos conditions sont simples, » déclara-t-elle fermement. Premièrement, la dissolution immédiate de la direction actuelle du Conseil. Deuxièmement, les responsables de l'exécution de John Carter devront être traduits en justice selon le droit interspécifique. Troisièmement, la reconnaissance de la Terre comme membre à part entière d'une communauté galactique réformée. Des murmures se répandirent dans la salle. Enfin, a poursuivi le président Harding, nous exigeons la reconnaissance de notre droit souverain à nous défendre sans ingérence. L'enregistrement s'est terminé. Avant que quiconque puisse parler, une autre transmission a coupé tous les canaux. Celle-ci montrait une petite lune inhabitée en orbite autour d'une planète colonie du Conseil. Pour démontrer notre détermination, une voix sans image s'est fait entendre. Observez. Un bref éclair de lumière apparut près de la lune. Rien ne sembla se produire pendant plusieurs secondes. Puis, silencieusement, la lune commença à se fissurer. Des fissures se répandirent à sa surface avant qu'elle ne se brise en milliards de fragments. La salle du Conseil tomba dans un silence stupéfait. Fragments. La salle du Conseil tomba dans un silence stupéfait. Nous avons placé des dispositifs similaires près des planètes d'origine de toutes les espèces fondatrices du Conseil, continua la voix. Vous avez 12 heures pour vous conformer à nos conditions. Sur la station Aurelius, Susan et Kevin tournèrent un coin et se retrouvèrent nez à nez avec 2 humains en tenue de combat noire. « Susan Miller », demanda l'une d'elles en baissant son arme. « Major Olivia Wright, Forces spéciales de la Terre. Nous sommes là pour vous extraire. » Susan faillit s'effondrer de soulagement. « Kevin Pierce est avec moi, » dit-elle en désignant son collègue. « Et voici Zithril, un Arkshan qui nous a aidés à nous cacher. » Le Major Wright fit un signe de tête à l'alien. « Merci pour votre aide. Nous avons sécurisé une navette dans la baie 9. Il faut agir vite. » Tandis qu'il se hâtait dans les couloirs, Susan devait savoir. « Que se passe-t-il? La station est en plein chaos. La Terre riposte, » expliqua Wright. « Le protocole 0 a été activé. » « Qu'est-ce que ce protocole exactement ?» demanda Kevin.
Wright lui jeta un coup d'œil. Tous les détails sont classifiés, mais en termes simples, il s'agit de tous les plans d'urgence, toutes les armes cachées, toutes les technologies avancées que nous avons cachées à la galaxie. Tout a été déployé simultanément. De retour sur Terre, l'amiral Scott fit son rapport au président Harding dans la salle de guerre. La démonstration a été un succès, dit-il. Notre dispositif de fracture quantique a fonctionné exactement comme prévu. Patricia Lane acquiesça. La Lune était inhabitée, comme prévu. Aucune victime, mais le message devait être clair. Le président Harding observa l'écran tactique montrant l'espace du Conseil. De petites lumières indiquaient des équipes de forces spéciales humaines opérant en territoire ennemi. « Des nouvelles de l'équipe d'extraction du Major Wright » demanda-t-elle. « Ils ont sécurisé Miller et Pierce, ainsi qu'un transfuge arxien. Ils sont en route pour le point de rendez-vous Delta. » Le président hocha la tête. « Et la réponse du Conseil à nos conditions ? Rien d'officiel pour l'instant, » répondit Patricia. « Mais nous constatons des divisions croissantes au sein de leurs dirigeants. Plusieurs espèces ont retiré leurs vaisseaux de la flotte qui s'approche de la Terre. » L'amiral Scott sourit légèrement. Les Arkshians ont officiellement déclaré leur neutralité dans le conflit. 3 autres espèces mineures ont suivi leur exemple. « Et les Vextar » demanda le président. Il refuse toujours de négocier, mais son soutien s'effrite. Le président Harding se leva et s'approcha de la fenêtre. Levant les yeux vers le ciel nocturne, John croyait qu'une coopération pacifique avec la galaxie était possible. Il mourut pour cette conviction. Elle se tourna vers ses conseillers. Nous l'honorerons en créant la paix qu'il avait imaginée, même si nous devons la forcer à exister. Dans l'espace du Conseil, d'autres vaisseaux quittèrent discrètement la flotte d'invasion. Les humains s'étaient révélés bien plus dangereux que quiconque ne l'avait imaginé. Le délai de 12 heures touchait à sa fin. Dans la salle du Conseil, les représentants discutaient âprement. Nombre d'entre eux avaient déjà admis que la résistance contre la Terre était faible. D'autres, principalement les plus proches de Vextar, appelaient encore à se battre jusqu'au bout. Mieux vaut mourir dignement que de se soumettre aux primitifs, grommela le représentant Kral. Un assistant se précipita dans la salle et chuchota à plusieurs délégués. La nouvelle se répandit rapidement. 6 autres conseils tourbillonnants avaient déclaré leur neutralité. La flotte d'invasion avait perdu près de la moitié de ses vaisseaux. Vextar se tenait seul au centre du podium, sa silhouette autrefois imposante paraissant désormais plus petite. « Je ne céderai pas aux exigences humaines, » déclara-t-il. « En tant que haut conseiller, je... » « Vous n'êtes plus haut conseiller, » interrompit le délégué zéphyrien. « Par un vote d'urgence, le Conseil vous a destitué de votre fonction de dirigeant. » Des agents de sécurité entrèrent dans la salle. Pendant un instant, Vextar sembla sur le point de résister. Puis ses épaules s'affaissèrent. « Vous nous condamnez tous, » dit-il tandis qu'on l'emmenait. Le nouveau chef par intérim, un zéphyrien nommé Torlak, ouvrit immédiatement un canal avec la Terre. « Président Harding, le Conseil accepte vos conditions. Nous demandons un cessez-le-feu et des négociations formelles. » Sur Terre, la salle de guerre éclata en acclamations. La présidente Harding garda son sang-froid en s'adressant aux Zéphyriens. « Nous acceptons votre reddition. Les forces terrestres occuperont la station Aurelius pendant la rédaction d'une nouvelle charte galactique. » En quelques heures, des vaisseaux humains apparurent en orbite autour des mondes les plus importants du Conseil. Ils étaient là depuis toujours, dissimulés par une technologie dont le Conseil ignorait l'existence. Une semaine plus tard, Susan Miller se tenait aux côtés du président Harding alors qu'ils embarquaient à bord d'une navette pour la station Aurelius. Susan avait été nommée nouvelle ambassadrice de la Terre. « Êtes-vous prête ?» lui demanda le président Harding. Susan hocha la tête. John aurait souhaité que je poursuive son œuvre. Une galaxie meilleure pour tous, pas seulement pour les puissants. La navette Samara a une station Aurelius transformée.
Les forces humaines assuraient toute la sécurité, mais elles travaillaient aux côtés d'extraterrestres de dizaines d'espèces. L'atmosphère était prudente mais pleine d'espoir. Dans la salle principale du Conseil, les représentants se rassemblaient pour la signature de la nouvelle charte. La salle avait été réaménagée. En son centre se dressait un mémorial, un simple hologramme représentant John Carter tel qu'il était apparu lors de son dernier discours. Torlak, toujours président intérimaire du Conseil, s'adressa à l'Assemblée. Aujourd'hui marque un nouveau départ pour notre communauté galactique. Les événements récents nous ont enseigné des leçons douloureuses mais nécessaires sur le pouvoir, la justice et le danger de l'arrogance. Il s'est tourné vers la délégation humaine. Le danger de l'arrogance. Il s'est tourné vers la délégation humaine. Nous avons mal jugé l'humanité, à nos dépens. Nous avons perçu votre rapide progression comme une menace, plutôt qu'une opportunité. Le président Harding s'est manifesté et nous n'avons révélé qu'une fraction de nos capacités, par crainte de préjudice. Les deux camps doivent tirer les leçons de ces erreurs. La nouvelle charte a été signée par des représentants de toutes les espèces, y compris de nombreuses espèces auparavant exclues du Conseil. Elle garantissait l'égalité des droits, une justice transparente et une défense mutuelle. Dans une installation sécurisée sur la planète natale reconstruite des Kralls, le commandant Ellis assistait au procès de Vextar et de ses plus proches alliés. Le procès fut retransmis dans toute la galaxie, rappelant que même les plus puissants n'étaient pas au-dessus de la justice. « Avons-nous été trop loin ?» demanda Ellis au Major Wright qui se tenait à ses côtés. Olivia secoua la tête. « Nous fîmes le nécessaire. Le protocole fonctionna exactement comme prévu. Annihilation sans destruction, songea Ellis. Briser leur pouvoir sans détruire leur monde. 6 mois plus tard, Susan Miller se tenait dans le tout nouveau Carter Memorial Hall, sur la station Aurelia. Le Conseil avait été réformé sous la direction des humains. La technologie était partagée. Le commerce prospérait. Guidage humain. La technologie était partagée. Le commerce prospérait. Zitterel la rejoignit à la fenêtre donnant sur les étoiles. « Votre peuple a tout changé », observa l'Arxien. Susan observa les vaisseaux d'une douzaine de mondes accostés à la station. John croyait que différentes espèces pouvaient collaborer malgré leurs différences. Il avait raison. Sous l'hologramme commémoratif, une plaque commémorative affichait les derniers mots de John Carter. « La Terre n'oubliera pas. La Terre ne pardonnera pas. » Mais quelqu'un avait ajouté une nouvelle ligne en dessous. Protocole d'annihilation. Terminé. Non pas la destruction du Conseil, mais l'annihilation de la peur, de l'arrogance et de l'injustice. Une nouvelle galaxie avait émergé des cendres de l'ancien ordre, et l'humanité se tenait en son centre, désormais cachée, désormais seule.